Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h45, c'est le journal et voici les titres. Agen Djambogne et Aline Sutoé n'ont pas encore levé l'ancre malgré la fin de l'état d'urgence et la reprise du transport interurbain. Un manque à gagner pour Kosama. Vous entendrez dans ce journal le directeur de l'exploitation de Kosama. Préparatif de la tabaski des moutons à perte de vue à Dakar, une situation qui n'arrange pas toujours les populations des quartiers abritant les points de vente. Ces populations réclament une meilleure organisation. La Fédération sénégalaise de boxe a un nouveau président. La priorité de Mamadou Sène, entre autres, le rassemblement de la famille de la boxe sénégalaise. Et puis l'article de la semaine, la une de Réumi Quotidien a attiré l'attention de El Hadj Malick Cissé. Un coup de projecteur sur le héros de Nengler. Le développement de ces titres, c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. 5 filles d'une même famille disparues depuis hier à Yonou Darou Rahman. Elles auraient été enlevées selon leur père. La police a ouvert une enquête suivant le reportage de Gorondaglo. L'inquiétude règne à Touba Yonou Darou Rahman où 5 filles peinent à être retrouvées depuis hier. Une disparition qui suscite beaucoup de débats dans ce quartier périphérique de la cité sainte, souvent confronté à une insécurité notoire. Elles ont quitté hier soir pour aller à la grande mosquée de Touba et très tard la nuit. Elles sont injoignables au téléphone et nous avons alerté la police de Gouimbinde pour qu'elle fasse des recherches. Mais cela n'a pas abouti, mais nous n'avons pas abandonné. Et tôt ce matin, nous avons pu joindre une des filles, mais elle ne connaissait pas où elle se trouve actuellement. D'ailleurs, elle était séparée des autres. Pour l'une des mères des filles, l'assistance des autorités administratives reste à désirer. Il faut que les autorités nous aident car il y a des délinquants dans ce quartier. Récemment, c'est ici que les 2 enfants ont été sauvagement égorgés. Mais nous avons gardé espoir et nous prions pour que nos filles soient retrouvées car depuis lors, nous n'avons pas cessé les recherches. À cet effet, les habitants du quartier Yonou Darou Rahman déplorent l'insécurité grandissante qui guette leur quartier. Leur seul tort, c'est d'aller à la grande mosquée de Touba pour effectuer des ziyares et nous lançons un appel à toute la population d'ici et d'ailleurs de nous aider à retrouver les filles. Nous ne pouvons plus sortir la nuit car l'insécurité gagne du terrain à Yonou Darou Rahman. Il n'y a pas d'éclairage public. Il faut qu'on arrête les malfaiteurs. C'est la seule solution pour établir l'ordre. Il faut qu'on nous aide. C'est vraiment dur. Disparues depuis 48 heures, les 5 filles de la famille Ndiaye n'ont pas encore fait signe de vie, d'où l'ouverture d'une enquête par la police de Ndamatou. La liaison Dakar-Ziguinchor, toujours à l'arrêt malgré la reprise des autres transports. Pourtant, c'est 150 à 180 000 passagers et 40 000 tonnes de marchandises transportées chaque année. Un réel manque à gagner. Le directeur de l'exploitation, Abdou Salam Khan, était l'invité de e-transport Yonodiam ce samedi. Compte rendu de Souleymane Meng et de Adamassar. La pandémie de Covid-19 a fortement impacté la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Chaque année, c'est entre 150 000 et 180 000 passagers et 40 000 tonnes de marchandises qui sont transportées. Sur la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, on transporte chaque année, on est donc pratiquement à entre 150 000 et 180 000 passagers.
on est pratiquement entre 38 000 et 40 000 tonnes de marchandises. C'est dire qu'il y a un impact certain, évidemment, sur l'arrêt de ces rotations. Le dragage du port de Ziguinchor a permis d'éviter le transport de l'anacarde par voie terrestre hors des frontières sénégalaises. Donc, depuis qu'il y a eu le dragage du fleuve Casamance, à travers le projet Orio, qui est un projet qui a lié l'État du Sénégal et la Hollande pour un coût global d'environ 22 milliards. Donc il a été dragué le fleuve qui est maintenant à 7,50 m. Auparavant, il était de 3,50 m. Ça permet aux navires de plus gros tonnage de pouvoir accéder au port de Ziguinchor. Donc je crois que c'est à la suite de ce projet vraiment structurant que l'État du Sénégal a pris la décision d'interdire le transport par voie routière de l'anacarde hors des frontières du Sénégal, ce qui désignait ipso facto le port de Ziguinchor comme, disons, un port de transfert de ce produit vers Dakar. Concernant la reprise des activités maritimes Dakar-Ziguinchor, le consortium sénégalais d'activités maritimes COSAMA attend l'aval des autorités étatiques. Il n'y a aucune rupture dans la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers au Sénégal. Une assurance de la Société nationale de raffinage, la SAR, déclare que les stocks sur le territoire national sont suffisants pour satisfaire la demande du marché local. En conséquence, il n'y a aucune menace sur la fourniture de la Sénélec en produits pétroliers. Une réaction aux rumeurs récurrentes alertant sur une rupture de l'approvisionnement. La SAR, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, rassure les usagers que le gouvernement a pris toutes les dispositions idoines pour un approvisionnement régulier et sécurisé du pays en produits pétroliers. Notre consoeur Aminata Mbouch, nommée directrice de la communication de la commission de l'UEMOA, l'ancienne journaliste de Sud Communication, sera basée à Ouagadougou. Elle accueille cette nomination avec beaucoup d'humilité. Aminata Mbouch s'est exprimée au micro de iRadio. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, a bien voulu me faire confiance en me nommant au poste de directeur de la communication de la commission de l'UEMOA. Alors j'accueille cette nomination avec beaucoup d'humilité et mesure pleinement cette responsabilité au sein de l'institution d'intégration régionale. Je tâcherai bien sûr de continuer à travailler en équipe comme nous avons appris à le faire dans nos différentes rédactions. Et c'est vrai qu'entendre aujourd'hui mes pensées vont très loin à mes débuts à Sud FM. 36 millions de francs CFA pour les femmes entrepreneurs de Mbour, financement du ministère de la Femme. L'enveloppe entre dans le cadre du programme d'appui aux femmes. Un montant global de 500 millions de francs CFA. Ndeye Sali Diop Dieng est au micro de Aliou Kane. J'ai initié en partenariat avec UNICEF le projet d'appui aux unités économiques des femmes du secteur informel, dont la phase pilote cible 1000 unités économiques sélectionnées sous l'égide des autorités administratives au niveau de 8 départements, dont celui de Mbour, pour un financement initial de 500 millions entièrement mobilisé par mon ministère. Aussi, c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'espoir que j'accorde aux femmes bénéficiaires du département de Mbour un financement de 38 millions de francs CFA pour relancer une activité, 76 unités économiques dans les 8 communes du département de Mbour. Ainsi, chaque bénéficiaire va recevoir un accompagnement de 500 000 francs CFA, constitué d'une part d'une subvention non remboursable de 250 000 francs CFA et d'autre part d'un crédit de 250 000 francs CFA octroyé sans intérêt ni frais de gestion remboursable sur un an avec un différé possible de 3 mois. Dans ce lot de projets, un traitement spécial est réservé au groupement de femmes intervenant dans le secteur de la couture, de la coiffure, de l'agriculture et surtout de la transformation des produits halieutiques, activité majeure des femmes de la Petite Côte. Les vendeurs de moutons victimes collatérales de l'annulation du Hajj 2020, les réceptions à l'honneur des pèlerins de retour de la Mecque étaient l'occasion d'écouler les invendus de la Tabaski. Une grosse question donc pour les vendeurs. Que faire des béliers restants de la Tabaski cette année? Souleymane Meng et Ndeye Nancy Diop.
Les invendus de la Tabaski étaient d'habitude écoulés pour les cérémonies de retour des pèlerins de la Mecque. Cette année, ce marché est noyé par le coronavirus. Après la fête de la Tabaski, voilà, il y a des moutons qui restent en nombre. Voilà, c'est par rapport aux pèlerins qui venaient qu'on pouvait écouler ces produits-là. Mais actuellement, on est obligé d'attendre les baptêmes et autres pour pouvoir vendre. Et on ne sait pas. À cette période, les familles, dans l'attente de pèlerins, passaient déjà leurs commandes. On prenait de contact avec les familles des pèlerins à la veille de chaque pèlerinage. Bon, sous forme de réservation, on va les réserver de quelques moutons, voire allant jusqu'à 2 ou 3 moutons, pour que dès l'arrivée des pèlerins, bon, ils s'en servent pour la fête du pèlerinage. Mais cette année-ci, comme il n'y en a pas de pèlerinage, bon, ça sera un peu difficile. Le retour des moutons non vendus d'une région à une autre engendre de grosses pertes pour le vendeur, sans parler des bêtes qui ne résistent pas au voyage. Si nous avons parvenu à ne pas écouler tous ces moutons-là, nous allons louer encore un camion pour les ramener chez nous. Alors, le plus souvent, si on les ramène, ils gobent la diarrhée. Donc, le plus souvent, il y a une perte avec des cas de mortalité. L'annulation du Hajj cette année, à cause de la pandémie de la Covid-19, frappe durement les bergeries. Les artères de la capitale sont remplies de moutons pour la fête de la Tabaski prévue ce vendredi. Mais les quartiers qui accueillent des points de vente déplorent un certain nombre de désagréments. Les populations de la rue 10, par exemple, interpellent les autorités municipales. Elles souhaiteraient une meilleure organisation de ces points de vente. Aïssatou Diak. La Tabaski approche. Les artères de Dakar sont envahies par des troupeaux de moutons. Des nuisances au quotidien. Les populations riveraines ne cessent de se plaindre des bêlements de moutons, ce qui peut entraîner des relations conflictuelles entre riverains et éleveurs. Ce monsieur très en colère ne le cache pas. Il nous dérange vraiment, surtout après la pluie, une odeur fétide s'y dégage. Ça nous fatigue. Il faut qu'ils lavent les moutons et mettre les déchets dans des sacs poubelles. Chaque fois après la Tabaski, c'est la maman même qui paye pour qu'on nettoie les lieux. La mairie doit venir les surveiller, mais également les conscientiser. Il ajoute que ce bruit de circonstance dérange, d'autant plus qu'il prive les malades de leur quiétude. Déjà, mon père est malade et cette odeur n'est pas bonne du tout, surtout pour son état de santé. On n'a pas de solution, nous sommes extrêmement fatigués. Cette dame confie qu'elle a même des problèmes pour traverser la rue à cause des moutons. Elle a aussi du mal à mener son petit commerce. On n'a même plus par où passer. Toutes les rues sont envahies par les moutons. On est obligé de faire le tour. L'odeur nous indispose. Je suis même obligée de toujours mettre de l'eau de javel parce que ça sent vraiment mauvais. On prie qu'ils quittent le lieu le plus rapidement possible parce que nous n'en pouvons plus. Les résidents de la rue 10, très en colère, demandent à ce que la mairie trouve une solution à ce problème. Car l'insalubrité, la nuisance sonore provoquée par les moutons, les indispose. Diamniadio, un data center de l'État du Sénégal, attendu pour bientôt. Une infrastructure de dernière génération tout à fait aux normes. Elle devrait accorder à l'administration plus d'autonomie et d'efficacité. Reportage Babacar Seck. D'ici 2 mois, le gouvernement du Sénégal sera autonome en termes d'hébergement de données avec l'achèvement du data center de Diamniadio. Ce sera un data center de type Tier 3 qui pourra héberger jusqu'à 500 mètres carrés en termes de surface, de superficie. Et aujourd'hui, cette infrastructure que nous allons livrer dans moins d'un mois ou deux va vraiment permettre à notre pays de franchir un autre cap. Le cap d'être souverain numériquement, le cap de pouvoir héberger l'ensemble de ces données
d'abord du côté de l'administration, mais également une ouverture pour le secteur privé. La centralisation de l'hébergement des données permettra d'économiser des ressources, mais surtout de respecter les normes énergétiques. Nous voulons vraiment que l'administration évite d'aménager des petits espaces dans les bâtiments administratifs qui ne répondent pas forcément aux normes et qu'ils puissent vraiment venir dans un data center exclusivement dédié à l'hébergement des données avec les normes énergétiques respectées, les normes liées à la climatisation qui soient respectées et un bâtiment qui est géré par des ingénieurs d'un certain niveau. Dans le cadre du projet Smart Sénégal, d'autres composantes sont en cours de réalisation. La première, c'est la composante Safe City. Je pense que vous avez dû le constater à Rufisque, Diamniadio. Partout, nous sommes en train de déployer des caméras intelligentes. Au-delà de cela, nous avons la composante Smart Education. Là, nous travaillons principalement avec les universités. Nous avons la partie Wi-Fi public. L'ambition du Sénégal de se positionner comme hub digital en Afrique se matérialise de plus en plus avec des solutions proposées aussi bien pour le public que pour le privé. Coronavirus à présent, voici le point de la situation du jour. Sur 1315 tests réalisés, 130 sont déclarés positifs, dont 25 cas communautaires. Les détails avec le directeur de la prévention. Sur 1315 tests réalisés, 130 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,89%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 105 cas contacts suivis par nos services, 25 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Kaolack 3, Keur Massar 3, Mbao 3, Mbour 3, Kédougou 2, Saint-Louis 2, Bounkiling 1, Dakar Plateau 1, Guédiawaye 1, Kolda 1, Médina 1, Pikine 1, Rufisque 1, Sédhiou 1 et Touba 1. 73 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce vendredi 24 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. Le leader brésilien guéri de la Covid-19, il attribue sa guérison grâce à l'hydroxychloroquine. Jair Bolsonaro a fait cette annonce sur son compte Twitter. Après avoir subi un nouveau test, il a été testé positif il y a 3 semaines. Relever la boxe à terre au Sénégal, c'est la priorité du nouveau président de la Fédération sénégalaise. Amadou Sène succède à Amadou Seydou Ba. Une autre préoccupation de taille pour le nouveau président, rassembler la famille de la boxe au Sénégal. Amadou Sène est au micro de Mohamedou Fodé Gassama. Le premier mot, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, rassemblement. Il faudrait rassembler cette famille parce que j'ai l'impression que c'est une famille quand même assez dispersée, éclatée, avec des cicatrices aujourd'hui qu'on doit refermer très rapidement et se concentrer sur le boulot. On a 4 ans pour relever la boxe. Moi, je n'aime pas dire ça, mais on l'a vraiment trouvé à terre. Il y a un travail énorme à faire. Donc le chantier sera énorme. Mais bon, nous, on aime bosser, on va bosser. On va bosser pour l'avenir, on va bosser pour le pays et on va bosser pour les gens qui aiment la boxe. Je le dis souvent, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Quand on aime la boxe, on a des choses à faire, il faut les faire. On le voit tout le temps, on le constate, on sait qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas et tout ça, mais on n'a pas bougé. C'est ce qui me gêne un petit peu. Là, on va bouger, on va essayer de le faire.
Le report des JOJ, une occasion pour les athlètes de se bonifier. C'est la conviction de Mohamed Fadel Ndiaye. Son rêve de médaille n'est que partie remise. Ce jeune gymnaste ne baisse pas les bras. Son portrait est signé Saïkou Seydi. Nous reviendrons pour cet élément prochainement. Place à l'article de la semaine. Votre rubrique hebdomadaire revient aujourd'hui sur le litige foncier de Nengeler. Les populations ont finalement repris le chemin des champs. Réumi Quotidien, sous la plume de Cheikh Moussa Sarr, s'est intéressé à Abdoulaye John, le héros de Nengeler. Les détails avec Souleymane Meng et Elhaj Malik Sissé. S'il y a une qui a affolé les réseaux sociaux cette semaine, c'est bien celle de Réumi Quotidien. À l'affiche, la photo de Abdoulaye John, considéré comme le héros de Nengeler. Nous, on a choisi Abdoulaye John comme étant le héros parce que c'est un vieux quand même qui a marqué cette affaire. Il l'a marqué dans la mesure où c'est quelqu'un qui a refusé ce que beaucoup de personnes auraient accepté. Parce que imaginez que nous vivons une crise sanitaire depuis un certain temps et il y a pas mal d'impacts négatifs sur notre économie et notamment nos poches, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous avez constaté que lorsque cette affaire a commencé à prendre une ampleur, il y a le gars bon, pour ne pas le nommer, qui était parti pour négocier. Et il a fait une proposition au vieux de l'argent afin qu'il puisse reculer et laisser les travaux se dérouler. Mais ce vieux a su dire niet. Il a dit non, c'est la terre de nos ancêtres, il va falloir respecter la tradition, il va falloir tout faire. Ce combat, il faut le rappeler, ce n'est pas pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui est au crépuscule de sa vie, il a 90 ans. Donc s'il fait ce combat, c'est pour les générations futures, c'est pour garder la tradition. Et il a su dire non aux autorités pour vraiment gagner ce combat. C'est pourquoi nous avons choisi Abdoulaye John comme étant notre héros. Le héros de Nengeler avait caché ses vérités devant le ministre de l'Intérieur. Je le cite, « Nous irons dans nos champs, advienne que pourra ». Fin de citation. L'ancien chef de village reste la figure de proue de la résistance quand les populations de Nengeler se sont opposées à Babacar Ngom, PDG de la Sedima. La particularité de Abdoulaye John, c'est, disons que c'est un homme digne. Parce qu'il a, comme je l'ai dit tantôt, il a gardé sa dignité jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est de manière provisoire, mais on peut dire qu'il a été digne. Il l'a dit qu'il était et il restera toujours digne. Donc, il l'a montré à travers tous les actes qu'il a posés depuis le début de cette affaire. Il a su décliner les offres et certaines propositions. Donc, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est d'être aux côtés de sa population, combattre aux côtés de sa population. Il n'est pas le plus expérimenté, disons, dont je voulais dire qu'il n'est pas le plus jeune dans cette affaire. La jeunesse devait porter ce combat parce que lui, en le voyant, ce n'est pas quelqu'un qui va cultiver parce que c'est un vieux, mais il l'a fait pour sa population, il l'a fait pour les générations futures. Le litige foncier de Nengeler a presque duré 5 ans, précise l'auteur de l'article. Ainsi, le journal revient sur les tenants et les aboutissants de cette affaire en proposant à ses lecteurs la chronologie des faits de A à Z. Oui, il fallait vraiment, pour mieux comprendre ce que nous avons voulu écrire, il va falloir, outre la décision de l'État de restituer les terres, il fallait revenir sur le pourquoi d'abord que cette affaire a déclenché. C'est parti d'une affaire foncière. Vous savez que le foncier, on en parlait ici, on parle du littoral et tout, mais à l'intérieur même du Sénégal, il y avait un problème et que les gens n'abordent pas souvent ce qui intéressait la capitale. Et quand cette affaire a éclaté, il fallait vraiment rappeler aux gens que ici, à côté de chez nous, à Dakar, il y a d'autres personnes qui sont dans ce même problème et il fallait réexpliquer tout ce qui s'est passé, qu'il y avait l'entreprise Sedima qui voulait s'installer là-bas pour un projet et parler de terre qui appartient à Babacar Ngom. Donc tout cela, il fallait revenir sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces terres, ça appartient à qui? Qu'est-ce que l'État a fait? C'est pourquoi nous avons fait une chronique de A à Z. Dénouement heureux, le temps de l'hivernage, dit-on, mais la médiation pour une solution définitive est en cours. L'argent ne peut pas tout acheter.
Et les populations de Ndingler l'ont encore une fois démontré. Parce que si c'était seulement verser des millions à des personnes afin qu'ils puissent céder leur terre, ils l'auraient fait et puis ça n'aurait pas pris toute cette ampleur. Donc ils ont montré qu'ils ont besoin de leur terre pour cultiver, ils ont besoin de leur terre pour vivre, ils ont besoin de leur terre pour vraiment perpétrer la tradition. Et l'enseignement qu'on peut tirer, bon, j'ai même écrit ça à la fin de mon papier, l'État a restitué de manière provisoire. Est-ce que vous pensez qu'un jour les paysans vont céder ces terres à Babacar Ngom? En tout cas, moi, je ne le crois pas. C'est pourquoi j'ai chuté sur ça en disant que la phrase, si vous permettez, j'ai dit, avec cette décision provisoire prise par l'État, le patron de Sedima ne semble-t-il pas perdre définitivement le combat? Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance pour lui? Parce que ces populations, pour rien au monde, ils l'ont montré, ne vont accepter que ces terres soient données à Babacar Ngom. Ce qui est constant, les habitants de Ndingler ont repris le chemin des champs sur cet espace d'environ 75 hectares qui les oppose au patron de la Sedima qui voulait y développer son projet agrobusiness. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de choisir ITV pour vous informer. À suivre ce soir, Zamzam avec Imam Birampouy et Aïcha Dramé vers 22h30. Vous aurez de la musique, de l'acoustique avec les frères Guissé dans Tous à la télé. Bonne soirée.